Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Et donc aujourd'hui on accueille deux athlètes paralympiques, Hector Demeyer. Bonjour Hector. Bonjour. Et Sébastien Verdun. Bonjour. Bonjour. Alors avant de vous présenter tous les deux, juste pour spécifier, Eric qui est avec moi pour le podcast, est-ce que tu peux présenter un peu ton rôle, parce que tu as un rôle particulier sur le suivi des athlètes paralympiques notamment. Alors du coup, moi je suis conseiller haut niveau haute performance sur la région Bourgogne-Franche-Comté et j'ai en charge de l'accompagnement des sportifs paralympiques. Pour faire simple, c'est le suivi des sportifs qui participent aux Jeux Olympiques et aussi des sportifs potentiels, les accompagner dans leur projet de performance et regarder comment ils travaillent, comment ils fonctionnent avec leur staff, leur coach et essayer d'optimiser le fonctionnement et de répondre à leurs besoins. Sébastien, du coup, est-ce que toi tu peux te présenter ton parcours et notamment ce que vous avez fait au dernier jeu à Paris? Sébastien Verdun, donc je fais partie de l'équipe de France de rugby fauteuil et donc on était au jeu cet été, on finit 5e sur 8 à un point de la demi-finale et donc je connais bien Eric parce que je dirais que je profite pas mal de tout ce dispositif. Ok, et toi Sébastien, parce qu'on te voit pas, on te verra pas, c'est quoi ton handicap à toi? Mon handicap c'est donc ça s'appelle spina bifida, donc c'est une paralysie des jambes due d'une malformation de naissance de la colonne, plus j'ai une malformation des doigts qui s'appelle la maladie des brides amniotiques. D'accord. Et donc Hector? Moi c'est Hector, double médaillé aux Jeux de Paris, une médaille d'argent et une médaille de bronze en paranatation. Et moi mon handicap c'est une agénésie de la main gauche. Et pour faire plus simple, moi je dis qu'il me manque mes 5 doigts. Voilà. T'as les 5 autres quand même? Oui, j'ai les 5 autres, okay. Ça va. Eh ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà, vous pouvez nous parler un petit peu avant qu'on rentre dans le détail des questions, vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé Paris 2024 pour vous en tant qu'athlète? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu particulières que vous avez vécues, ou j'imagine que oui, parce qu'il y a eu des médailles d'un côté et peut-être une déception de l'autre. Est-ce que vous pouvez en parler? Je sais pas, Hector, ça. Ces jeux c'était quelque chose de grandiose. C'était une vraie réussite. Toute la ferveur qu'on a pu vivre, le public qui est venu, c'était incroyable. Après il y a forcément la déception du mauvais, enfin pas du mauvais résultat, mais du fait que l'objectif est pas atteint. Mais voilà, je dirais que c'est le seul point noir. Après tout le reste était vraiment énorme et ça a fait du bien au pays d'avoir ces jeux, je pense. Et on espère qu'il y a un après surtout. Ok. Et l'objectif c'était quoi? Parce que t'as dit l'objectif c'était d'aller de passer en demi-finale et de jouer une médaille. Ok. Et vous avez fini ce que tu disais tout à l'heure? Et on loupe la demi-finale d'un point. Ok. Et donc Hector, toi? Et pour moi les jeux, ça a été une superbe expérience forcément, c'était super bien. Mais d'un autre côté aussi le fait que ce soit mes premiers et en France, je pense que il y a eu une pression supplémentaire et moi je me suis mis une pression supplémentaire. Parce qu'en fait je voulais vraiment trop bien faire les choses, je pense, et c'était la première fois que ça m'arrivait, mais non, sinon quand même c'était une superbe expérience. Et du coup, alors si on reparle de ces jeux, tu te dis, et toi Hector tu t'es mis une pression supplémentaire, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour préparer ces jeux? Est-ce que vous avez mis en place des choses différentes par rapport à d'autres grandes compétitions? Voilà, comment avez-vous préparé ces jeux, toi Hector par exemple? Moi du coup j'ai commencé la prépa mentale l'année dernière avec Marvin et je pense que ça m'a beaucoup servi parce que on a notamment bossé sur l'aspect de la chambre d'appel qui est quelque chose d'assez important pour nous les nageurs, sur la gestion de la pression, mais on a travaillé notamment à l'entraînement à essayer de nager avec des bruits comme si on était dans un stade, etc. Mais finalement un casque sur les oreilles avec un bruit de stade, c'est pas comme quand tu rentres dans un stade, donc on a essayé de tout mettre en place. Après forcément c'est la course d'un jour et ce jour-là j'étais pas le meilleur, donc voilà. C'est quoi la chambre d'appel, tu peux expliquer? Combien de temps tu restes, enfin comment ça se passe? Alors la chambre d'appel on a appelé 20 minutes avant notre course où on doit y être, et c'est une salle où en fait on est assis avec dans une lignée avec tous les gens avec qui on va concourir notre finale, et les finales précédentes ou les finales d'après, et voilà,
C'est juste le moment d'attente de sa course, en fait, finalement. Et tu restes combien de temps à attendre? 20 minutes, du coup. C'est 20 minutes avant la course. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais faut y être 20 minutes avant. T'arrives 19 minutes avant ta course, tu nages pas. Ok. Et du coup, avec le recul, est-ce que tu dis que c'est vrai que tu t'attendais pas à une pression comme ça? Est-ce que tu changerais? Est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs dans ta préparation? Est-ce que tu changerais des choses là aujourd'hui avec le recul? Non, je pense pas. Je pense que j'ai essayé de tout mettre en œuvre et tout mettre en place, pour avoir ces résultats. Je fais quand même, sur mes 2 médailles, je fais mes 2 meilleures performances. Donc même s'il y a encore des points noirs, je pense que la course parfaite n'existe pas et je suis pas encore en capacité de la faire. Et non, je pense pas que je changerai des choses dans ce que j'ai fait avec Ramsey cet été. Nous, avec l'équipe de France, on avait mis en place des choses aussi. On a utilisé aussi le bruit. Donc on s'entraînait, on mettait une enceinte dans le gymnase pour faire un maximum de bruit. Moi personnellement, j'avais travaillé l'aspect mental avant ici au Krebs et avec la préparatrice mentale qu'on a aussi en équipe de France, donc on a essayé de travailler pas mal, mais c'est sûr que c'est jamais exactement parfait comparé à ce que l'on vit vraiment le jour J, puisque une ferveur, déjà on n'y pensait pas d'avoir une ferveur aussi grande, et puis dans le parasport on n'est pas trop habitué à ça, donc forcément c'était quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on l'a quand même bien préparé, et si c'était à refaire, je pense qu'on referait la même, peut-être qu'on rajouterait certaines choses, mais on referait la même chose parce que on peut pas, je pense qu'on peut pas faire non plus des miracles, et que après ça fait partie du sport aussi d'avoir ces émotions là, donc faut pouvoir les gérer. Et toi, t'as mis des choses en place un peu différentes. Donc l'aspect mental, tu le faisais. Est-ce que t'as mis des choses différentes dans ta préparation ou pas du tout par rapport à d'habitude? Beaucoup de visualisation. Moi de mon côté, de pouvoir visualiser les gymnases remplis, le bruit, la famille qui est présente en amont. Pour même si moi ça m'impacte pas tant que ça parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire et que quand je suis dans le match, j'entends même pas ce qui se passe autour. Mais faut quand même le préparer parce qu'au final l'inconscient, on sait jamais comment il peut réagir face à une situation comme ça aussi grande, donc faut quand même le préparer en amont. Et donc je change un petit peu de sujet par rapport à, est-ce que votre entraîneur il a eu un rôle par rapport à tout ça au-delà de l'entraînement, par rapport à la gestion de la pression, etc., ou pas du tout? Moi je pense personnellement, l'entraîneur a pas eu trop de rôle, il a eu son rôle sur l'équipe, sur la tactique, sur tout ce qui est jeu. Mais après, sur l'aspect personnel comme ça, non, c'était vraiment c'est personnel, la préparation mentale. Donc c'est vraiment chacun essaye de le travailler dans son environnement chez lui, et avec du coup la préparatrice qu'on a avec l'équipe de France. Mais je pense pas que l'entraîneur ait vraiment eu un impact dessus. Tu parles de la préparation mentale ou préparation en général? Plus de la préparation, parce que là c'est de ce quoi on parlait, c'était plutôt la gestion de la pression. De l'événement. Est-ce qu'il avait un rôle, ton entraîneur, à jouer là-dessus? Est-ce qu'il t'a aidé là-dessus ou pas du tout? Ouais, déjà, pendant l'année, il m'a quand même mis la pression, mais je pense qu'il le fallait aussi. Parce qu'à l'entraînement, faut se bouger le cul, quoi. Il y a les jeux à la fin de l'année, donc je pense qu'on en a besoin, mais après, non, une fois qu'on est parti en stage avant les jeux et pendant les jeux, il m'a pas mis la pression, et c'était à moi de faire le job. Lui, il avait été là toute l'année, il avait fait la prépa physique, il m'a entraîné dans l'eau, donc tout ce que lui pouvait faire, il l'a fait. Mais après, quand je me retrouve au jeu, c'est moi et moi-même avec ma course, et il y a plus personne qui peut intervertir avec ça. Est-ce que par rapport à un entraîneur qui débuterait avec un athlète paralympique, est-ce que vous auriez des conseils à lui donner, par exemple en termes d'accompagnement? Est-ce que vous, il y a eu vous avez des attentes que vous avez pas eues? Je sais pas, est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je dirais la communication, ce qui est primordial. Avoir une certaine relation avec son sportif pour l'écouter, pour répondre à ses besoins, savoir le connaître aussi, parce que des fois il y a des besoins que le sportif sait pas forcément exprimer, mais il faut pouvoir le repérer. Donc ouais, cette relation, cette communication qui est hyper importante, et c'est une question de confiance aussi. Le sportif a confiance en son entraîneur, l'entraîneur doit avoir confiance dans son sportif. Et donc c'est vraiment un échange de confiance. Moi je te rejoins là-dessus. Avec Ramsey on communique beaucoup, et ça nous aide, et moi j'ai confiance en lui. Moi je suis pas entré en natation et j'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire pour m'améliorer, donc je lui fais confiance totalement et aveuglément, et peut-être que des fois à tort, mais moi quand je suis arrivé avec lui j'étais personne, et aujourd'hui au bout de 2 ans j'ai une médaille mondiale.
j'ai 2 titres de vice-champion d'Europe, j'ai mes 2 médailles aux Jeux, donc je pense que des fois faut juste être à sa place et l'entraîneur il sait ce qu'il faut faire pour amener à la perf et faut juste lui faire confiance, même si c'est compliqué. Moi, par exemple, au début, quand je suis avec lui pendant 9 mois, je me suis pas amélioré. Et en fait, à chaque compète, tu te dis, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais dans le bon sens? Et en fait, bah, si lui dit que oui, c'est bon, que c'est normal, tu t'améliores pas, faut juste le suivre. Ok, je vais changer un peu de spectre et on va voir le sport, le parasport dans un spectre un petit peu plus large. Est-ce que vous, les Jeux Olympiques de Paris, ont permis d'améliorer votre fonctionnement au quotidien sur les infrastructures, sur les aides ou sur le suivi personnalisé? Est-ce que vous avez senti un vrai changement dans votre accompagnement vers la performance grâce aux Jeux Olympiques ou pas? Bah pour ma part oui, parce que bah déjà j'ai pu bénéficier des aides de l'ANS qui m'assuraient bah, d'avoir une saison tranquille et sur laquelle je pouvais me concentrer totalement sur mon objectif sportif. Ton soutien avec la MRP, donc notamment avec bah, la prépa mentale. Et après pour ce qui est des infrastructures, on a eu bah, le C2PA qui est sorti de terre récemment. Après cet été, ça a été compliqué. On voulait pas non plus changer de lieu d'entraînement. Toute l'année on nage à la piscine et on fait notre muscu là-bas et ça a été plus simple. Donc au terme d'infrastructure, bah, non, je n'ai pas bénéficié plus que ça parce que je les ai pas utilisés, mais tout ce qui est autour, oui. Ouais, c'est les jeux chez soi, c'est forcément une plus-value parce que bah, du coup il y a plus d'aide. L'État a mis pas mal avec l'ANS a mis pas mal d'aide en place. Il y a aussi plus de visibilité, ça attire plus les sponsors aussi puisque c'est chez nous. Donc il y a une ferveur qui prend aussi avant les jeux et qui permet d'avoir une stabilité, on va dire, financière pour pouvoir payer sa saison et avoir plein de choses de mis en place avec, comme Hector a dit, le C2PA qui est sorti, donc il y a eu des fonds pour le faire, qui est super, le soutien de la MRP, enfin voilà, on a pu vivre une saison stable, même si c'est jamais assez, hein, puisque nous au final on a fait un stage par mois de 3 jours, donc au final pour nous, c'est top parce que c'est beaucoup plus que d'habitude, mais si on regarde dans le valide, au final, c'est rien. Mais voilà, faut encore travailler dessus et on espère que ces aides et tout ça continuent après parce que maintenant, il y a Los Angeles, donc c'est pas juste sur une année que ça se travaille, donc faut que ça soit tous les ans. Je reviens juste sur le C2PA parce que pour ceux qui connaissent pas, là on est au Krebs de Bourgogne-Franche-Comté et le C2PA c'est une structure d'entraînement qui permet notamment de faire à la fois musculation, balnéothérapie, hypoxie, hyperthermie, etc. Je continue sur ce sujet, on parle souvent de l'inclusion. Est-ce que aujourd'hui dans votre quotidien sportif, je sais que toi Hector, tu t'entraînes ici à la piscine olympique de Dijon, tu t'entraînes avec des personnes valides. Est-ce que tu ressens cette inclusion totalement? Est-ce qu'il y a encore des choses où tu trouves que on pourrait améliorer ça? Comment tu vis la chose? Moi je la vis parfaitement, je me sens totalement inclus dans mon groupe. Après parce que aujourd'hui c'est pas que juste des partenaires d'entraînement, c'est aussi devenu mes amis et ils ont été là avec moi au jeu, ils m'ont soutenu, ils étaient en bas de mon podium, donc aujourd'hui ça dépasse le cadre sportif, mais en tout cas pour ma part j'ai un handicap qui est assez facile à vivre aussi dans un groupe, j'arrive à suivre tout ce qui se passe. Pour une personne en fauteuil roulant ou plus touché que moi, ça pourrait être plus compliqué, je le sais, mais moi pour ma part non, je sens pas tout ça, quoi. Moi, je suis parfaitement, je vis comme tout le monde. J'ai jamais senti mon handicap, même depuis petit. J'ai tout fait comme une personne, entre guillemets, dite normale. Je suis allé à l'école et j'ai jamais eu d'adaptation ou quoi. J'ai toujours tout fait pareil. D'accord. Et toi, Sébastien, c'est différent? Nous, c'est un peu plus compliqué parce que nous, un sport collectif, on peut pas intégrer de valides. Ça serait dangereux pour eux et on n'a pas le droit d'être international. Les valides n'ont pas le droit de jouer. Donc, on est quand même assez isolés entre nous. Alors il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés du coup, donc on n'a pas cette inclusion là, mais du coup ce qui fait que on n'a pas aussi ce que pourrait nous apporter le valide, comme Hector qui au final a des coachs de valide et qui au final des coachs qui ont des connaissances et des diplômes de valide. Nous on n'a pas cette partie là qui nous manque, je pense, beaucoup, puisque nous il y a rien de structuré dans le handi, il y a pas de diplôme, il y a rien du tout, donc c'est que souvent de l'expérience de anciens joueurs qui est très bien, hein, mais qui a aussi ses limites, donc voilà, on a ce problème là. Du coup, tu penses que toi, une des marges de progression, ça serait aussi la formation des cadres, notamment sur ces spécificités para, sur des pratiques vraiment spécifiques para?
Ouais, bon, ça serait l'avenir de mettre en place des diplômes, de structurer tout ça, parce qu'il y a vraiment rien de structuré, pour que ces entraîneurs qui ont cette expérience-là d'anciens joueurs puissent aussi avoir l'expérience de ce qu'est un entraînement, ce qu'est une récupération, ce qu'est une planification, ce qu'est du coaching, parce que pareil, entraîneur et coach, c'est deux métiers différents. Je pense que ouais, ça manque beaucoup, et le problème c'est que c'est un milieu qui est petit aussi, donc c'est compliqué aussi à le mettre en place. Par rapport à ça, et j'avais une question, est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe chez la concurrence? Toi notamment, Sébastien, je sais que t'es déjà parti à l'étranger. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Pas que sur les entraîneurs, hein, sur aussi les structures ou autres. Et toi aussi, Hector, est-ce que vous êtes un peu au fait? À l'étranger, alors j'ai fait l'Angleterre et les États-Unis, ils sont bien en avance sur nous. Les Anglais, ça a été surtout après les Jeux de Londres, où ils ont eu vraiment un tournant et ils se sont professionnalisés dans tout ça. Mais c'est hyper structuré, c'est professionnel. Par exemple, dans le top 8 mondial, non, top 7 mondial, on est la seule équipe à pas être professionnelle. Et maintenant, on est 4e mondial. Ça veut dire quoi, professionnel? Ça veut dire payé, les joueurs sont payés et okay. c'est leur boulot. Donc ça veut dire stabilité financière, ça veut dire stabilité mentale, puisque du coup tu te consacres qu'à ça, tu penses qu'à ça. Donc tu peux te concentrer à 100%, voire à 1000% sur une tâche. Ça veut dire stabilité aussi, retraite, blessure. Si tu te blesses, t'as quand même des choses que nous on n'a pas. Nous, si on se blesse, ça impacte notre vie, et ça impacte notre boulot aussi, parce que nous, les épaules, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Le coach canadien, par exemple, touche 8 000 € par mois. Le coach américain, je sais pas combien, mais est payé. Les joueurs en Angleterre sont tous payés 3 000 € par mois. Et ces pays-là, en fait, ils ont compris que l'argent, faut pas le donner une fois que le sportif a des résultats, mais faut le donner avant pour l'aider à avoir ses résultats et avoir cette stabilité, en fait. C'est ça qu'ils font. Et toi, Hector, sur la concurrence, est-ce que t'as vu un peu des différences ou Non, après moi je pense que dans ma catégorie, et dans celle du dessus, parce que je suis S9 et il y a aussi les S10 qui sont un peu moins handicapés que moi. Mais je pense que tout le monde s'entraîne dans un milieu valide aujourd'hui. En tout cas, la logique d'entraînement veut ça au vu des performances et des chronos qu'on réalise. Donc je pense que tous mes concurrents en fait s'entraînent dans des structures valides tout comme moi. À part peut-être les Australiens, parce que les Australiens ils sont quand même vraiment nombreux. Ils arrivent à... Nous au championnat de France, on est très peu. Et la fédération d'essayer de faire les championnats de France en multi catégories, plus les sexes mélangés, pour essayer de créer de la concurrence. Et je sais qu'en Australie, ils peuvent aligner des finales, toutes catégories, n'importe quelle course, assez facilement sur des championnats nationaux. Donc peut-être que là-dessus, il y a peut-être plus de structures handi. En tout cas, je sais pas. Je me suis pas renseigné, mais à mon avis, moi, tous mes concurrents s'entraînent avec du valide, quoi. C'est vrai qu'on a du mal en France. Alors heureusement et malheureusement pour nous, c'est que heureusement il n'y a pas assez d'handi, mais nous on aimerait bien qu'il y en ait un petit peu plus, parce qu'on est un petit pays et au final comparé à ces gros pays qui proportionnellement on est énormément d'handi. Nous c'est pareil, l'Angleterre qui est pas si grand que ça en plus, l'Angleterre, mais qui arrive à aligner pas mal d'équipes. Les États-Unis ils ont 40 clubs sur le territoire. Nous en France on en a que à peine 20. Donc on a ce problème de concurrence derrière aussi, que moi j'ai 2 personnes en concurrence à mon poste, ce qui est rien comparé au valide où souvent on a 2000 personnes pour un poste. Et forcément cette concurrence, ça fait que il y a des joueurs qui arrivent plus facilement à haut niveau, qui forcément s'ils étaient dans le valide ils n'y seraient pas allés. Il y a aussi l'émulation qui est compliquée, parce que des joueurs qui se confortent dans leur place parce qu'ils n'ont pas de concurrence derrière. Donc voilà, il y a tout ce problème là aussi. Ouais. Alors, du coup, justement, comment on peut donner envie aux personnes en situation de handicap à venir au sport et au sport de compétition? Comment on peut avoir cette transition? Je suis une personne en situation de handicap, mais je sais que ça existe, je peux faire du sport de compétition. Quelles sont les solutions selon vous? Je dirais que dans un premier temps, déjà, faut pas leur parler de compétition, faut tout simplement leur parler de sport pour eux et pour leur bien-être. Ce serait la première des choses. On en parlait la semaine dernière aux étoiles du sport, quand tu divises les heures de PS par 2, ça va pas dans la logique d'accueillir des jeux à la maison, quoi. Avant ils parlaient d'héritage et on s'y retrouve pas, en tout cas en tant que sportif. Après handi ou non, je pense que le sport c'est vecteur de plein de choses et ça permet d'être en bonne santé. Ça apporte plein de bonnes choses, et après par la suite, une fois que tu fais du sport, que tu t'amuses, la compétition elle existe en fait. Donc faut revoir les bases avant de passer à la deuxième étape. Oui, comme dit Hector, la base du sport, on parle de jeux olympiques, jeux paralympiques, c'est un jeu, c'est de s'amuser.
Donc juste se permettre de se divertir, de créer du lien aussi, parce que dans le handicap, souvent les personnes peuvent être isolées, donc ça permet de recréer ce lien social, la vie associative. Voilà, pouvoir aider au niveau des transports, parce que souvent des handisportifs, c'est compliqué de rejoindre les clubs, parce que souvent les clubs sont dans les grandes villes, et que des fois, moi ça arrive plein de fois que des gamins doivent faire 2 heures de route pour aller à l'entraînement. Quand c'est les parents, des fois, les parents ça bloque un peu. Donc il y a l'aspect matériel aussi, le matériel qui, alors en fauteuil ça coûte du matériel qui coûte cher aussi. Donc il y a tout cet aspect là, mais la base c'est d'aller s'amuser, de permettre aussi la rééducation, parce que le sport c'est la meilleure des rééducations pour les handicaps, c'est l'école de la vie, on apprend plein de choses. Donc cette base là, et ensuite de toute façon un compétiteur, s'il a cette âme là, très vite il s'y mettra directement. Donc, Mais toi, Sébastien, est-ce que tu as ressenti des difficultés à pouvoir pratiquer, ne serait-ce que pratiquer pour le plaisir, mais au départ, est-ce que c'était compliqué au niveau logistique, etc., déplacement, ou non, où ça a été? Moi j'ai eu la chance, c'est d'être proche de Paris dans mon enfance, et d'être j'ai fait primaire, collège, lycée dans un établissement qui s'appelle Touzo-Trek, qui est mi-handi, mi-valide, qui proposait tout de suite du sport, donc j'ai pas eu ce problème là d'avoir ce contact avec le sport en fauteuil, puisque au final on me le proposait directement. Mais c'est un peu exceptionnel, parce que des centres comme ça il y en a pas beaucoup en France, et souvent les gamins qui, en plus maintenant avec la politique de mettre les gamins au plus proche du valide dans les écoles avec les Ulysse et tout ça, alors c'est très bien, ça met au contact de comme tout le monde dans les écoles publiques, mais du coup ça crée ce décalage du coup avec le sport, parce que ces établissements là proposent pas, et souvent ont peur de proposer du sport pour des personnes avec un handicap. Moi, je reviens sur l'après-jeu là. Qu'est-ce que vous allez mettre en place de différent du coup jusqu'à là, tous les deux, c'est l'objectif 2028 aussi, j'imagine. Vous allez mettre en place des choses différentes un petit peu dans votre prépa, dans ce que vous allez mettre en place? Pour ma part, déjà, je vais reprendre mes études. J'ai repris mes études, donc il va falloir réussir à aménager tout ça et à concilier les deux. Et après, là, j'ai la chance de avoir un cycle de 4 ans, et ça va me permettre de poster d'autres aspects et pour être encore plus complet donc dans 4 ans. Là, les 2 ans, j'ai vraiment été spécifique et vraiment fait que de la brasse, parce que j'avais toutes mes cartes à jouer là-dessus, mais je pense que je peux élargir mon panel et m'ouvrir d'autres courses. J'avais déjà 5 courses cette année, mais je peux en faire encore plus, je pense, et vraiment être plus compétiteur. Donc revenir aux bases de ce qu'est la natation, peut-être les choses que j'ai oubliées. Tous les nageurs de mon groupe ont fait de l'école de nage. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je me suis direct mis à la compétition, tu vois. Donc comme je disais avant, les bases en piscine, je les ai pas. Donc on va revenir à des choses plus concrètes et plus dans l'objectif de performer dans 4 ans, et non cette année ou l'année prochaine, quoi. Ouais, je pense que c'est exactement ça, c'est travailler la stabilité déjà sur cette première année, parce qu'un cycle de 4 ans, on peut se permettre d'avoir la première année pour un peu en décalage par rapport aux 3 années suivantes. Je dirais que on a passé 4 ans là pour les Jeux de Paris à faire avec ce qu'on avait et avec ce qu'on pouvait, mais on était souvent un peu bancal, on faisait souvent un peu d'à peu près, et là le but c'est d'arrêter cet à peu près là, de passer vraiment dans l'optique professionnelle, et d'aller chercher les détails qui nous ont manqué là pour Paris. Et moi personnellement, je pense que j'ai pas mal de choses aussi à travailler l'aspect mental, psychologique, sur peut-être des non-dits que j'ai depuis l'enfance et des choses comme ça que je vais travailler cette année pour avoir cette stabilité en moi, et ensuite aller peaufiner sur des choses autres qu'on n'a pas fait là durant ces 4 années. Mais voilà, je pense que être stable mentalement, et être stable, comme a dit Hector, revenir sur des bases qui des fois on oublie un peu, parce que le haut niveau fait que on va aller chercher des détails, mais des fois on oublie ce qui est le plus simple en fait. Donc aller rechercher ces bases pour ensuite repartir sur une base saine et stable. Ouais. Ok, moi j'ai une question de conclusion, ou plutôt quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez été inspiré par des personnes ou des sportifs qui vous ont donné envie de faire du sport de compétition, alors que ce soit dans votre pratique ou dans d'autres pratiques, hein, mais voilà, est-ce que vous avez vraiment des personnes emblématiques ou même proches qui vous ont inspiré? Alors moi j'en ai 2, pas pour les mêmes raisons. La première, c'est Kevin Mayer, pour on va dire
toute l'implication qu'il met dans sa vie, qu'il consacre sa vie pour le sport et chaque détail qu'il utilise dans sa vie pour son sport. Alors des fois c'est peut-être dans l'extrême. Donc voilà pour cette rigueur qu'il a, on va dire. Et ensuite l'autre c'était Alexis Vastine qui malheureusement est décédé, qui pour toute cette capacité qu'il avait de se relever, parce qu'il a eu des passages qui ont été vraiment très compliqués au jeu. Il s'est fait voler plusieurs fois et à chaque fois il revenait et à chaque fois il aurait dû avoir la médaille. Donc voilà pour cette capacité de se remettre en question et de revenir qui était incroyable. Et moi du coup probablement je dirais c'est un personnage fictif, mais je dirais Rocky. J'ai grandi en regardant des Rocky avec mon papa, donc j'ai vraiment cette image de ce personnage là qui perd son combat et qui retourne à l'entraînement tout le long de l'épisode pour gagner le combat final à la fin. Comme quoi c'est indémodable, Rocky. Et après je dirais dans ma période collège j'ai plus eu Max Verstappen et je pense que je me retrouvais un peu en lui. Il est arrivé jeune et il a tout de suite eu des grandes ambitions et il a réussi à les atteindre, et je pense que je voulais faire un peu comme lui. Et en ce moment je dirais plus que c'est Benoît Saint-Denis, même s'il a perdu ses 2 derniers combats. L'aspect Rocky et un peu Max Verstappen je le retrouve en lui, donc en ce moment c'est BSD quoi. Ok, merci à vous en tout cas pour le témoignage et à bientôt sur un prochain podcast. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Éric Courvoisier et Stéphane Germain, tous deux conseillers au niveau haute performance de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.